Mes chers amis, si vous voulez bien reprendre place. Alors, nous avons un temps imparti pour cette dernière étape, mais nous avons apparemment, par rapport à l'horaire initial, déjà 3/4 d'heure de retard. Il va être difficile de demander aux intervenants de réduire leurs interventions de 3/4 d'heure, mais on va essayer non pas de rattraper, mais au moins de tenir le temps qui nous est imparti. La dernière étape, normalement, c'est un marqueur. Un marqueur qui consiste à surligner quelques éléments de cette journée et ouvrir la voie à ce que sera la conclusion tout à l'heure. Je vais l'utiliser pour faire une petite liaison avec les intervenants qui nous précèdent. J'ai retenu notamment, et tout particulièrement de notre amie Colette Léger, cette idée selon laquelle, pour rassembler ce qui est épars, il faudrait idéalement faire un état des lieux de ce qui existe partout, de toutes les singularités des hommes sur la planète. Et à partir de cet état des lieux, trouver les éléments qui rassemblent. C'est une démarche académique, universitaire, logique. Mais je me demandais en l'écoutant s'il n'y avait pas un problème de temporalité. Je m'explique. Le temps que l'on fasse un état des lieux de façon académique et universitaire, le monde change. Et toutes les singularités de la planète interagissent et se modifient en permanence. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle tous les états des lieux qui aboutissent à des projets, souvent, font des projets qui aboutissent à l'inverse de ce pourquoi ils étaient prévus. Et l'originalité de la maçonnerie universelle, c'est peut-être par sa diversité à elle-même, de nous inviter à nous adapter, non pas en termes de projet, mais en termes de méthode. Et c'est peut-être un des marqueurs que je me plairais à souligner sur ces 2-3 journées où nous avons entendu, écouter des points de vue différents, tous très riches, mais qui finalement marquent que la culture des Lumières, c'est une philosophie de la liberté et c'est une philosophie aussi de l'esprit critique. Et c'est pour le rite français ce point fondamental de l'esprit des Lumières qu'il nous plaît de mettre en avant dans ce colloque. Car les Lumières, c'est aussi l'esprit critique, y compris par rapport aux Lumières. Le deuxième marqueur, c'est ce que nous souhaiterions, nous, rites français, je dis ça devant mon grand vénérable, c'est que nous souhaiterions que le rite français soit un peu plus reconnu en termes d'apport à la franc-maçonnerie. Non pas avec des prétentions d'avoir une vérité absolue, mais avoir la certitude qu'il est porteur de quelque chose qui est peut-être utile à l'humanité. Et ce quelque chose, c'est peut-être cette idée que ce qui compte, comme me disait Hugo, ce n'est pas tant la destination que le chemin que nous construisons ensemble pour y parvenir. Nous avons, pour aborder cette dernière étape, 3 intervenants qui devraient normalement marquer eux aussi le thème de ce grand colloque sur la culture des Lumières. Alors, nous avons la TSPGV, la très sage et parfaite peut-être grand vénérable, parfaite, la très sage et parfaite grand vénérable, du grand chapitre général de la grande féminin de France, féminin de France. Elle doit traiter rite français, rite des Lumières à visée sociale et universelle. Et nous aurons, pour clôturer cette étape et pour marquer la dimension universaliste de l'Europe et de la culture des Lumières, nous aurons les Belges, les 2 TSPGV belges, l'actuel et le précédent, fondateur. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, surtout Michel Paris
et Marcel Rose, qui nous traiteront de ce thème central, c'est-à-dire le rite français en Belgique. Chacun sait que la Belgique est non seulement le centre de l'Europe, mais aussi le centre du monde. Et c'est ce qu'ils vont avoir la charge de nous démontrer. Je vais donc donner la parole maintenant, sans plus attendre, à Elena Troncard. Donc je répète, très sage et parfaite grand vénérable du grand chapitre général féminin de France. Mesdames et messieurs, mes très chères sœurs et frères, dans ce monde troublé, la qualité de nos échanges riches et constructifs témoigne de notre capacité à nous engager dans une dynamique de construction, dynamique propre à répondre non seulement à nos préoccupations ici et maintenant, mais aussi à celle de notre société. Fort de cette conviction, certains de nos ancêtres maçons ont élaboré au siècle des Lumières les grandes idées qui allaient enfanter la République et la citoyenneté. Ils ont combattu les totalitarismes, les dogmatismes et les obscurantismes, hélas encore triomphants, dans une majeure partie du monde. Ce sont eux qui nous ont permis d'accroître l'horizon des possibles, de fêler la gangue de nos certitudes. En cela, nous ne pouvons ignorer cette réflexion de Lévinas, qui est un philosophe d'origine lituanienne, naturalisé français. Il disait que l'avenir de l'homme a derrière lui la trace de l'autre. Considérant la temporalité comme un élément essentiel, c'est à notre tour de nous inscrire dans cette dynamique de progression qui a, comme un élément qui a changé les sociétés à travers l'histoire de l'humanité. Ainsi, après avoir mis en évidence le fait que dès 1723, la franc-maçonnerie spéculative était porteuse de toutes les valeurs du siècle des Lumières, je tenterai d'aborder les fondamentaux du rite français, rite des Lumières, que nous pouvons convoquer comme étant d'une démarche humaniste et de suivre ensuite les chemins d'émancipation au rite français, rite de Lumière, s'inscrivant dans une visée sociétale et universelle. La franc-maçonnerie spéculative de 1723, porteuse de toutes les valeurs du siècle des Lumières. Au cours de cette période, la franc-maçonnerie s'est structurée dans une double filiation. L'émancipation des êtres humains vis-à-vis de l'emprise religieuse d'une part, la volonté d'universalité à travers la reconstruction, de mystère initiatique d'autre part. On ne peut penser que ce bouleversement de l'ordre établi se soit produit du jour au lendemain, sans transition ni signe prémonitoire. Notamment, la contestation du pouvoir absolu a paru au XVIIe siècle sous la plume de Francis Bacon. La participation directe de la franc-maçonnerie à ce mouvement-là sera conduite par un initié célèbre, Montesquieu. Ces idées vont accélérer l'évolution des principes fondamentaux de la société. Deuxième signe prémonitoire, les principes religieux, à propos desquels John Locke va poser clairement la rigoureuse séparation de l'Église et de l'État. Troisième signe, l'influence de la franc-maçonnerie sur les idées nouvelles, avec la participation à l'encyclopédie dirigée par Diderot. Ça fait 2 jours que nous en entendons parler. Troisième signe, l'influence de la franc-maçonnerie sur les idées nouvelles, avec la participation, je viens de le dire,
Quatrième signe, c'est la communauté de pensée avec la philosophie des Lumières. Mais que faut-il entendre par pensée des Lumières? Kant répond en citant l'écrivain latin Horace, sapere ode, ose savoir, et cet effort te libérera comme il libérera la société. On imagine les réactions que suscitent ces idées. L'idéal des Lumières, comme les objectifs de la franc-maçonnerie, était remis en cause. Condorcet ne s'est pas contenté d'analyser son temps. Il a pris position pour la République, pour le droit de vote des femmes, contre l'esclavage et la peine de mort. Il nous invite aujourd'hui à mettre en œuvre un humanisme critique, fondement d'une société démocratique vivante. Mais comment? Par une méthode de pensée. Il s'agit là de penser le temps présent en poursuivant la voie qu'il a tracée. La formation de l'esprit critique. C'est dans cet esprit que les francs-maçons des loges, dites d'adoption, ont pu faire éclore leur identité féminine sans perdre la possibilité d'affirmer leurs différences, d'accéder à une meilleure connaissance et de donner corps à leur idéal de justice et de solidarité. Elles ont pris conscience de leur destin commun. Convaincues de remplir une mission de pionnière, elles se sont attachées à élargir leur conscience et à s'élever spirituellement. Elles étaient dans une démarche humaniste. Mais quels sont les fondamentaux du rite français, rite des Lumières, que nous pouvons convoquer comme étant de cette démarche humaniste? Un corpus symbolique opératoire, où l'humain est placé au centre du dispositif par sa liberté absolue de conscience, sa conception immanente de la vie, sa culture du lien, le respect indéfectible de la dignité de tous les êtres humains. Ensuite, une injonction de travailler à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, et un engagement individuel pris à chaque étape du chemin maçonnique par les serments réitérés, ne prenant son plein effort que dans le collectif de celles et ceux qui sont animés d'un même idéal. Dans ce cadre, avoir reçu l'initiation ne présume pas de sa pleine réalisation. La cérémonie ne dit rien de ce qui s'ensuivra. Tout dépend de l'initié et de l'usage qu'elle ou il fera, ou non de ce qu'il ou elle a reçu, c'est-à-dire du travail qui sera accompli. Nous parlons de devenir, sans autre précision, car il n'y a pas de standard du devenir ou de perfectionnement humain. Tout standard limiterait le devenir, l'enquisterait et l'anéantirait sous le poids d'un système dogmatique d'idées ou d'espérances sentimentales au détriment des expériences concrètes d'un réel devenir. Il appartient donc à l'initié, au fil de son parcours, non seulement de travailler pour qu'il ou elle soit reconnu par ses pairs comme franc-maçon, mais aussi et surtout de s'approprier, d'intégrer, de vivre et de faire siennes les valeurs de la franc-maçonnerie et les devoirs qui en découlent. Cette connaissance, cette lumière est une énergie, une force dynamique, un futur, une volonté de transformer l'avenir, la nature de l'être humain et d'améliorer sa vie en abattant une à une les barrières du monde conscient des apparences. Dès lors, comment raisonner? Car c'est bien de résonance qu'il s'agit lorsqu'on veut s'initier au langage symbolique qui a une fonction unifiante. Le rite français, en effet,
à travers ses différents grades et ordres, s'appuyant sur les rituels, appelle à la réalisation de l'être humain universel. À cet effet, suivons les chemins d'émancipation du rite français, rite des Lumières, qui s'inscrivent dans une visée sociétale et universelle. Nous savons que les êtres humains sont conduits à vivre leurs grandes problématiques à travers des symboliques qui leur sont propres. Et les choix, une fois faits, deviennent des réponses culturelles. Conservées, réemployées, transmises, ces réponses finissent par acquérir des qualités de consistance et de résistance au point même de devenir des structures organisatrices des sociétés. Mais ces sociétés sont-elles préparées à aller jusqu'à l'universel? Cette notion d'universel est tirée du latin universalis, ce qui est tourné vers l'un. Elle-même issue du grec katholikos, ce qui est selon le tout. Elle désigne ce qui est valable pour tout l'univers, donc pour tous les êtres humains. L'universel désigne ainsi ce qui embrasse la totalité des êtres et des choses. On pourrait dire que l'universel est la recherche des lois qui permettraient à la fois d'expliquer et de justifier la vie et la mort dans leur intégralité. Historiquement, la première approche de l'universel, la plus commune et la plus simple, est l'approche par le cosmos et les mythes de la création. Le ciel et la terre, les 4 éléments, le cycle des saisons, le lien à la nature et ses représentations. Cette mythologie se transforme progressivement en un universalisme religieux qui renvoie à un principe divin, intrinsèquement explicateur de tout et dont les prêtres sont les garants. Les religions monothéistes, en particulier les 3 religions du livre, le catholicisme, le judaïsme et l'islam, font de l'universel divin un principe totalitaire. En parallèle de cet universalisme religieux, s'est développé un autre universalisme, l'universalisme mathématique, qui va donner naissance à la science. Par l'observation, le raisonnement, l'expérimentation et la confrontation, il est possible de déterminer les lois de l'univers et d'en comprendre le fonctionnement. La logique et le raisonnement permettent d'atteindre la vérité du cosmos. Les mathématiques d'Euclide et de sa consoeur Hypatie, complétées par le travail sur les nombres de savants musulmans, seront reprises par Galilée, Pascal, Descartes et Leibniz, parmi tant d'autres. La contestation de cet absolutisme universel au XVIIIe siècle, dit siècle des Lumières, tant par le refus de l'absolutisme religieux que par les progrès scientifiques, a donné naissance à l'universalisme philosophique, qui repose sur l'idée que les humains sont supérieurs à toutes les autres créatures du fait qu'ils disposent de la raison et de la parole et qu'ils peuvent s'organiser entre eux et s'accorder en recherchant systématiquement leur consentement. Leur consentement universel. Les philosophes des Lumières appelaient ainsi de leur vœu que les sociétés soient libérées des comportements qui, de génération après génération, appelaient ainsi de leur vœu que les sociétés soient, après de leur vœu, reproduisent par les mêmes réactions aux mêmes sollicitations, voyaient dans la raison critique
l'outil à manier pour penser le temps présent. Il ne demandait pas que les êtres humains pensent comme eux, mais qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. C'est cette pensée humaine qui est l'agent d'une universalisation des Lumières. Se pose alors la question de l'opérativité de l'universel. Car nous assistons aujourd'hui à la crise d'un tel idéal programmé, à la perte de son évidence politique et sociale sur le plan international. Car si la pensée occidentale s'est construite sur le concept de liberté, d'égalité, de fraternité, d'émancipation de l'être humain, à l'inverse, nombre de philosophies non occidentales se sont élaborées sur la nécessité d'intégration familiale, ethnique et cosmique de l'être humain. Puisque les conceptions, les approches et les sensibilités diffèrent, au lieu d'imposer l'universalité à certaines cultures, mieux vaut comprendre leur logique. L'entreprise n'est possible que si s'élabore un réel dialogue, au sens fort, entre les cultures, nous dit François Julien. Toutes sont plurielles aujourd'hui, métissées en partie en raison de leurs interactions, mais aussi distinctes. Il faut conserver entre elles un écart, concept clé du philosophe François Julien, qui ne signifie pas différence. Cet écart fonde au contraire l'enrichissement, nourrit la réflexion de chaque culture. François Julien ouvre ici la troisième voie pour initier le mouvement vers l'universel qui ne soit pas des slogans planétarisés. Fondé sur la commune intelligibilité de l'humain, on retrouve là l'idée développée par Jürgen Habermas dans son livre « Raison et légitimité », à savoir, on ne part pas de l'universel pour l'imposer aux particuliers. On ne se résigne pas non plus au scepticisme et à la division des personnes, on tente de se soumettre ensemble à une discussion vraie. À cet effet, il faut donc sortir de sa culture pour mieux la connaître, en dépasser les évidences, penser d'ailleurs, s'écarter pour révéler et trouver une prise sur l'impensé de chaque culture. Aucune idée de synthèse ici, de complémentarité, aucune abstraction préétablie à laquelle le concret devait se plier, aucune préoccupation ou fondation originelle. D'où la nécessité pour nous francs-maçons, de rester dans une pensée totalement ouverte à toute l'amplitude du réel d'un pôle à l'autre. Se positionner ainsi, c'est refuser le confort douillet des dogmes et des certitudes philosophiques, politiques ou sociologiques, économiques préétablies. C'est provoquer une résistance contre ce qui serait une forme d'uniformisation de la pensée, une pensée standard vers laquelle on va, une pensée sans plus de tension et d'écart avec des concepts qui sont des sortes de dénominateurs communs utilisés pour soi-disant faciliter la communication, mais qui, en fin de compte, stérilisent la pensée. Ce sont nos actes, s'ils sont en adéquation avec nos valeurs de fraternité universelle, nos valeurs d'accueil, qui forceront le respect et ouvriront la voie à un nouvel humanisme.
2 minutes, hein? Oui, joli. Ce processus aiguise considérablement l'esprit. Il lui confère une qualité d'attention, de pénétration, de sérieux. Il produit un changement de ton, une aspiration à ailleurs que n'arrivent pas à satisfaire les habituelles questions ou les réponses convenues auxquelles nous sommes habitués. Et c'est en brisant l'enclosure individuelle, en rétablissant la mobilité, l'impermanence de toute chose, en dépassant les stabilités identitaires, que nous redonnons vie, réanimons la vie individuelle et collective, bridée, aliénée par la conception judéo-chrétienne du monde. Cette élévation de l'esprit passe par le développement de notre faculté à penser. Penser notre propre condition en la transformant, à réfléchir sur le passé pour en tirer des expériences, à se projeter dans l'avenir, à tenter de faire le lien avec son environnement et avec l'univers, mais aussi à chercher le sens caché des choses pour donner sens à l'action humaine. Il s'agit là d'éclairer la raison par la pensée, de se libérer des multiples gangs culturels, religieuses, politiques, sociales, de combiner nos énergies pour devenir le levain qui donnera réalité à la fraternité universelle. Sur ces bases, convaincu qu'il n'y a pas d'avenir pour l'humanité sans garantie effective du respect de la dignité des deux composantes du genre humain, nous, francs-maçons, regroupés dans nos loges et dans nos chapitres, nous sommes les fers de lance de cette cause pour la mener sur tous les forums et élargir le nombre de ses défenseurs. Cette démarche éthique se situe dans l'immanence du sentier qui doit progresser. Éthique qui, au féminin, fonde notre choix, notre appartenance, notre ADN, notre raison d'être, nous obligeant à un plus d'âme, un plus de responsabilité vis-à-vis de l'établissement, du maintien et de la défense des droits des femmes. La création d'une obédience, la Grande Loge féminine de France, puis d'une juridiction post-maîtrise au rite français, le Grand Chapitre général féminin de France, a permis de développer un extraordinaire bouillonnement d'intelligence, de sensibilité et de créativité. Ainsi, nous assumons notre mission et nous influons sur ce que nous appelons spontanément la réalité, en brisant l'immuabilité des déterminismes pour percevoir la force de vie qui existe en nous et qui demande infiniment d'agir et de créer. En mettant en jeu le mouvement même de pensée qui consiste précisément en l'ébranlement des institutions préfabriquées de sens. À cet effet, nous réfléchissons de manière permanente, dans nos loges et dans nos chapitres, à la modernité de nos valeurs telles que liberté, égalité, fraternité, en nous demandant comment les faire vivre concrètement dans un rapport d'équilibre entre ces trois valeurs. Laïcité, en nous demandant comment maintenir cet outil de la concorde citoyenne qui renvoie à la sphère privée ce qui peut séparer mais aussi mettre en exergue l'appartenance commune. L'idéal démocratique, en nous demandant comment réinsuffler de l'énergie et de la confiance en notre démocratie, victime d'une crise de représentation. Il s'agit là pour nous d'œuvrer en travaillant sur des objectifs et des sujets porteurs de développement, tels qu'un changement de structure dans les institutions politiques et éducationnelles, de manière à rendre les femmes plus visibles et actives dans les processus de prévention, de règlement des conflits, dans leur contrôle et les prises de décision. En privilégiant la réflexion collective sur des thèmes annuels
à partir des échanges permanents d'opinions, de concepts, de perceptions, liés aux continuelles transformations et délibérations de notre société. En publiant ces réflexions, pour les valoriser et donner un objectif de diffusion extramaçonnique ou intramaçonnique, en développant les relations internationales par la création de loges de chapitres dans différents pays. En agissant jour après jour, chacun, à notre juste place, au plus près de nos engagements maçonniques, dans le champ de nos possibles. Me voici parvenu à la fin de mon propos, lequel n'appelle pas de conclusion définitive, mais la poursuite de notre chemin de cohérence entre pensée et action, afin de prendre toute notre place sur le chantier, à la fois passionnant et exigeant, de la défense de l'humanité. Il s'agit, comme disait François Giroud, d'avoir une vision et d'agir pour qu'elle se réalise. J'ai dit. Merci beaucoup, Hélène. Si vous avez quelques questions à lui poser, profitez-en, elle est à la tribune. Questions, interventions ou réactions, en vous demandant de bien penser que plus elles seront brèves et plus les suivants pourront s'exprimer. J'ai vu une ou deux mains s'élever. Monsieur, non? Apparemment, il n'insiste pas. Je ne vais pas insister non plus, hein. Donc, pas de questions. C'est parfait. Merci. Merci, ma sœur, de venir prendre place. Et donc, nous appelons maintenant les interventions pour une durée cumulée totale de 20 minutes de Michel Paris et Marcel Rose. Respectivement, je répète, très sage et parfait grand vénérable en charge actuellement du grand chapitre général de Belgique, et pour Marcel Rose, fondateur et ancien très sage et parfait grand vénérable de la même juridiction. Vous avez la parole. Merci Jean-Francis. Mesdames, Messieurs, mes frères, mes sœurs, chers amis, first of all, thank you to Mr. Parrish for this exceptional event. Thank you to you, to your colleagues. Merci au grand chapitre général du Grand Orient de France, par le canal de son très sage et parfait grand vénérable, et de tous les frères et sœurs de sa juridiction qui ont permis de passer ces 2 journées absolument fantastiques. Alors nous allons donc nous vous raconter une histoire qui est en fait l'histoire chronologique du renouveau des ordres de sagesse en Belgique, et nous le faisons sous une forme duale, mais je voudrais rassurer notre frère Charles, 1 + 1 restera 1. Donc nous ne parlerons que 20 minutes. Marcel, tu peux... À toi la parole. Bien, les prémices du renouveau des ordres de sagesse remontent au début des années 2000. Le renouveau en France des ordres de sagesse va permettre à des frères belges d'être reçus dans divers chapitres français et de rapporter leur expérience. Parmi ces frères, Willy Deveau, ancien grand orateur Grand Orient de France, fut l'instigateur de la promotion des ordres de sagesse en Belgique, notamment au sein de la famille des loges issues des amis philanthropes. Grâce à ses relations avec des chapitres du Grand Chapitre Général du Grand Orient de France et du Grand Chapitre de Rite français de Suisse, il facilita la procédure de réception de plusieurs frères belges en France. Le chapitre Jean-Baptiste Clément, en la vallée de l'Isle, et plus particulièrement son très sage et parfait maître Jean-Pierre Hillehouard, reçurent 3 premiers frères en novembre 2004 et 11 autres en janvier 2005. Ces 14 frères, auxquels s'ajouteront le frère Deveau et 2 frères reçus auparavant en France, constitueront l'ensemble de ce que nous appelons les frères fondateurs, tous revêtus au moins du 18e degré écossais. Ils se réuniront en février 2005 pour organiser la pratique des ordres de sagesse au sein d'un grand chapitre général de Belgique en formation. Leur déclaration de principe traduisait une... J'ai été un petit peu trop loin.
Leur déclaration de principe traduisait une rupture franche vis-à-vis de l'écossisme. L'exigence de souveraineté et d'indépendance des ordres de sagesse en Belgique et mettait en avant le recrutement de maîtres maçons pratiquant le rite des modernes fidèles aux constitutions d'Anderson de 1723, une puissance maçonnique souveraine ne reconnaissant aucune autorité supérieure à la sienne, la liberté absolue de conscience confortée par la pratique du libre examen. Le débat dans la liberté absolue de conscience des valeurs de la franc-maçonnerie libre et adogmatique, la pluralité dans le respect mutuel de l'exercice des rites, l'absence de prérogatives liées aux différents ordres, la règle démocratique du fonctionnement du grand chapitre général et de ses chapitres en particulier, également le caractère électif des fonctions avec des mandats limités dans le temps en tous ces ordres, la transparence dans les désignations, les nominations et la gestion, et enfin, les chapitres ont la liberté de travailler au symbole du grand architecte de l'univers par un vote démocratique au sein du chapitre. Ce dernier item, base du concept belge de la laïcité, mal compris par certaines autorités du grand chapitre général Grand Orient de France, sera à l'origine de tensions. Les frères fondateurs conçurent la future juridiction comprenant un grand chapitre général de Belgique avec en son sein des chapitres. 2 chapitres étaient pressentis pour pouvoir se constituer rapidement à Bruxelles et à Nivelles, lieux héritiers respectivement de la tradition des chapitres des vrais amis de l'Union et du progrès réunis et des amis philanthropes, et du chapitre les amis discrets. À la suite cependant de la déclaration par le très sage et parfait grand vénérable de l'époque que la liberté de travailler au Gadelu était inacceptable et ne permettrait pas l'octroi de patentes, une détérioration des relations s'ensuivit et imposa la reconsidération du projet initial. Les fondateurs décidèrent donc de reproduire la procédure de création en 1784 d'une juridiction au départ du chapitre métropolitain de Paris. Ils décidèrent de créer un chapitre doté de prérogatives juridictionnelles jusqu'à l'avènement de 3 chapitres effectifs constituant une juridiction. Le 15 octobre 2005, le chapitre métropolitain Pierre-Paul Passenot fut installé par le chapitre Jean-Baptiste Clément, ce dernier faisant preuve d'une amitié responsable et indéfectible qui lui fut fortement reprochée. La Chambre d'administration du Grand Chapitre Grand Orient de France avait envoyé cependant une délégation de frères en qualité d'observateurs, notamment les frères Catala, Herman et Évrard. Le même jour que la fondation donc, de ce chapitre, un traité d'amitié sera signé avec le Grand Capítulo de Cavaleiros Rosa Cruz de Portugal, représenté par le très sage et parfait grand vénérable frère Philippe Frade. Entre-temps, dans le Luxembourg belge, plusieurs frères du Grand Orient de Belgique participaient régulièrement aux travaux de chapitres français, en particulier à Longwy. Ils avaient amorcé des contacts avec le Grand Chapitre Général Grand Orient de France afin d'établir un chapitre de rite français à Arlon. Bien que l'existence du chapitre métropolitain Passenot fût connue, le Grand Chapitre Général Grand Orient de France octroya une patente au chapitre Étoile et Liberté Victor Tedesco. Il fut installé régulièrement en avril 2006 en présence des mêmes frères Catala et Herman. Le chapitre Étoile et Liberté Victor Tedesco rejoindra le Grand Chapitre Général de Belgique en formation 2 mois plus tard. Poursuivant sa tâche juridictionnelle, le chapitre métropolitain tissa des liens étroits avec le Grand Chapitre Général du Grand Orient ibérique. Ils permettront, avec la collaboration de frères belges 4e ordre d'Étoile et Liberté, de recevoir plusieurs frères de Passenot au 4e ordre. 1 an plus tard, le chapitre métropolitain essaimera et allumera les feux du chapitre Amitié et Discrétion Casimir Marchot en la vallée de Nivelles, restaurant l'histoire comme c'était prévu à l'origine. Dès lors, le Grand Chapitre Général
en formation comportait de facto 3 chapitres vivants. Néanmoins, la légitimité du grand chapitre général de Belgique en formation sera contestée, voire condamnée par le grand chapitre général du Grand Orient de France. Rapidement, les chapitres Amitié et Discrétion, Casimir Marchot, et Étoile et Liberté, Victor Tedesco essaimeront, pour donner naissance au chapitre Le Cercle Picard en la vallée d'Ath et un chapitre Ancora Substella au Grand-Duché de Luxembourg. Le développement du grand chapitre général de Belgique sera évoqué plus avant par Michel Paris, mais il est temps peut-être de parler du grand chapitre général féminin de Belgique qui se construisait également. À la même période que la juridiction masculine, le grand chapitre général féminin de Belgique se construisait également. En 2004, à l'intervention du très puissant et souverain grand commandeur du Suprême Conseil féminin de Belgique, des contacts sont initiés par Ninette Orban, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de Belgique, avec la sœur Geneviève Contact-Lavry, très sage et parfaite grand vénérable du grand chapitre général féminin de France. Ils aboutiront à la présentation des ordres de sagesse au rite français par des sœurs du grand chapitre général féminin de France à Bruxelles le 15 janvier 2005. Le 29 janvier 2005, les sœurs Catherine Guisset et Françoise Prévost, conseillères fédérales de l'obédience féminine belge, sont mandatées pour prendre toute disposition utile à la création des ordres de sagesse en Belgique. De mai 2005 à mars 2007 et au-delà, les sœurs fondatrices, membres effectifs du souverain chapitre la Tour d'Ordre en la vallée de Boulogne-sur-Mer, reçoivent régulièrement les 4 ordres du rite français. Le 28 avril 2007, le souverain chapitre l'Arbre aux pommes d'or en la vallée de Bruxelles est installé et l'indépendance du grand chapitre général féminin de Belgique proclamée. Georges Plumet, très sage et parfait grand vénérable du grand chapitre général du GODF. Daniel Marden, très sage et parfaite grand vénérable du grand chapitre général féminin de France, participe à la cérémonie en compagnie de Claude Selmans, première très sage et parfaite grand vénérable du grand chapitre général féminin de Belgique. Le 20 septembre 2010 verra l'installation du souverain chapitre la Nef de Cristal en la vallée de Liège. Pour le grand chapitre général féminin de Belgique, les fondamentaux des ordres de sagesse sont sous-tendus par 4 concepts fondamentaux. La liberté de conscience, le perfectionnement dans la continuité des ateliers symboliques, la transversalité et l'interactivité entre sœurs, la construction du temple extérieur. À l'instar des autres grands chapitres généraux féminins, la juridiction est régie par la Charte des ordres de sagesse qui précise les obligations inhérentes au rite français et à un fonctionnement démocratique et conclut « Le grand chapitre général féminin de Belgique affirme son identité maçonnique féminine, son engagement et sa responsabilité particulière dans toutes les réflexions et actions contribuant à l'émancipation des femmes, à leur reconnaissance et au respect de leurs droits, à la défense de leur intégrité physique et morale, à l'affirmation de leur dignité, à l'exercice de leur liberté. » SIC. Le grand chapitre général féminin de Belgique continue à considérer que la construction d'un projet sociétal reste le centre de sa démarche et a toute sa raison d'être, si chacune accepte de sortir de sa zone de confort afin d'oser penser le monde différemment et collectivement au bénéfice du plus grand nombre. À la suite de ce que je vous ai dit, on pourrait se poser la question de finalement la légitimité de la pratique des ordres de sagesse en Belgique. Il faut se souvenir, sans rentrer dans l'histoire qui serait assez compliquée, qu'à la suite des vrais amis de l'Union et du Progrès réunis et des amis philanthropes historiques, avant la disparition des ordres de sagesse, plusieurs loges pratiquaient les ordres de sagesse. Au cours du XIXe siècle,
cette pratique s'éteignit peu à peu en faveur du rite écossais ancien et accepté, comme cela s'est passé ailleurs. En 1880, le Grand Orient de Belgique, qui était le chef d'ordre tant du rite des modernes que du rite écossais ancien et accepté, en tous leurs ordres et degrés, se départira de son autorité sur les hauts grades. Alors le frère Eddy Kakelbers, alors grand orateur du Grand Orient de Belgique, eut accès aux documents administratifs historiques de l'obédience et il releva que la disparition progressive des ordres de sagesse avait été actée par l'Assemblée du Grand Orient de Belgique et qu'il était également acté que si les ordres de sagesse reprenaient force et vigueur en Belgique et qu'une juridiction effective existait, le Grand Orient de Belgique se départirait de son autorité sur les ordres de sagesse au profit de la juridiction. 3 chapitres fonctionnels, agrégés en un grand chapitre général de Belgique, rien ne s'opposait à ce transfert. Le 12 mai 2007, le frère Henri Bartholoméusen, sérénissime grand maître du Grand Orient de Belgique, vint remettre au chapitre métropolitain Pierre-Paul Passenot la déclaration actant le transfert d'autorité sur les ordres de sagesse. Dans le document remis le même jour et illustré actuellement, on lira « Le sérénissime grand maître retrouve à compter de ce jour un interlocuteur. Il est l'unique vecteur masculin actuel des ordres de sagesse au cœur de la franc-maçonnerie adogmatique belge. Pour autant que de besoin, il encourage l'activité du grand chapitre général de Belgique. Pour autant que de besoin, cette déclaration vaut patente dont le Grand Orient de Belgique, en tant que chef d'ordre, est le garant. » Pendant toute cette période, les tensions, les propos et des condamnations variées se succédèrent, laissant des meurtrissures plus ou moins ressenties ou permanentes. Le 12 mai 2007, l'orateur justifiait dans son discours « Notre démarche revêt toutes les caractéristiques du processus suivi entre 1784 et 1787 pour la fondation du premier grand chapitre général de France, clairement distinct à l'époque des chambres de grade du Grand Orient de France. Le processus de 1784 est reproduit par notre démarche, je cite, le 2e jour du 12e mois de l'année 5783, selon le compute iramien, c'est-à-dire le 2 février 1784, qu'est publiée une circulaire annonçant que sous les auspices juridictionnels provisoires du souverain chapitre métropolitain de Paris dit de France, 7 souverains chapitres s'unissent, s'associent et se coadulent par ces présentes pour dorénavant et à toujours former en France par association un grand chapitre général de France. Et donc les événements vécus par les chapitres du grand chapitre général de Belgique en formation ont donc été conformes à la fois à l'histoire et à la tradition et légitiment la pratique des ordres de sagesse, leur juridiction et le caractère spécifique à l'espace maçonnique adogmatique belge. Alors, ce qui était peut-être des tensions, il faut bien dire, ont été rapidement levées. Et elles ont été levées grâce à la bonne volonté, grâce à la compréhension et surtout à la fraternité et la volonté de construire l'avenir plutôt que s'amuser à construire des murailles. Quelques mois plus tard, en février 2008, le grand chapitre général de Belgique sera officiellement installé. Le très sage et parfait maître du chapitre métropolitain transmettra le pouvoir juridictionnel dont le chapitre était détenteur au premier très sage et parfait grand vénérable, le frère Freddy Collinet. Le chapitre métropolitain Pierre-Paul Passenot ne sera plus connu que sous l'appellation Les Neuf Lumières Pierre-Paul Passenot. Le grand chapitre général de Belgique a adopté la déclaration de principe des fondateurs et rayonne les valeurs portées par cette déclaration. Il adoptera une double acclamation. La première rappelant son attachement au Grand Orient de Belgique, chef d'ordre initial du rite des modernes, en ses degrés et ordres,
et suivi de la seconde qui souligne l'importance de la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». Le grand chapitre général de Belgique décida que les décors de la commission administrative arboreraient les couleurs du Grand Orient de Belgique. Le grand chapitre général de Belgique compte actuellement 10 chapitres. Le recrutement touche des jeunes maîtres en questionnement par rapport à notre société civile malade, mais aussi de plus anciens, qui ont entamé leur cheminement vers les hauts grades au sein des juridictions écossaises et qui n'y ont pas nécessairement trouvé le contenu attendu. La principale réforme de notre juridiction a été l'ouverture récente à la mixité pour répondre à de nombreuses demandes internes et pour se calquer sur une représentativité la plus authentique du monde profane extérieur. Et pour laisser à chacun et chacune le choix de travailler dans un milieu qui correspond le mieux à sa sensibilité et à sa perception, nous proposons des chapitres essentiellement masculins ou féminins, ainsi que des mixtes. 2 principes majeurs régissent le fonctionnement conventionnel du grand chapitre général de Belgique. La souveraineté des chapitres dans leur gestion et décision interne et la limitation de la durée des mandats et des fonctions des grands officiers dignitaires qui assurent une alternance chronologique des pouvoirs. Sachant que la commission administrative n'est en tout état de cause qu'un organe exécutif chargé d'exécuter les propositions et de concrétiser les décisions démocratiques de ses membres lors des congrès statutaires. Le développement de la juridiction a lieu dans le centre et le sud du pays, c'est-à-dire au sein de la Belgique maçonnique francophone. Le prochain défi est l'extension vers la région néerlandophone, culturellement tournée vers l'écossisme plutôt que le rite français. Voilà. Pour conclure, nous avons souhaité vous présenter l'histoire du renouveau des ordres de sagesse en Belgique, répondant à l'aspiration des frères et sœurs désireux d'explorer d'autres voies post-magistrales que celle de l'écossisme. L'une de nos 2 juridictions s'est construite et développée de novo grâce à l'aide des sœurs du Grand Chapitre Général Féminin de France, c'est le Grand Chapitre Général Féminin de Belgique. L'autre est née et a retrouvé force et vigueur sur les bases de l'héritage historique et de la pratique originelle du rite des modernes en Belgique et au Grand Orient de Belgique en particulier. Le chemin, comme pour bien des juridictions, ne fut ni simple, ni indemne de tension. Mais ce qui est essentiel, c'est que, les aspérités une fois gommées, nous puissions, dans une confiance et sérénité partagée, échafauder un avenir durable des ordres de sagesse, en développer le rayonnement et véhiculer ses valeurs premières au profit de la société et de tous. Nous avons dit. Merci mes frères. Quelques minutes pour prendre quelques réactions aux questions s'il y a des demandes. Je crois que l'heure, l'après-midi, oui, alors Monsieur Rich, je crois. Well, thank you very much for the opportunity to learn about a Masonic picture, which for many of us has been complex. You are probably aware that in Dutch Masonry, a strong women's element is represented by a long-standing autonomous group of women that use the spinning wheel as their motif, along with the hearth and other domestic articles. I know of no other symbolic system with the spinning wheel that suggests itself, except India, of course, where Gandhi's wheel is on the flag. Can you enlighten us about the geographic spread of these strands of Dutch Masonry as in juxtaposition with the French Masonic bodies,
And you're also aware there are some very minute, tiny German enclaves, which are probably insignificant. And I wondered if any of the Grand Lodges in Germany had representation through those German-speaking enclaves in Belgium. Could you give us the geography of these various groups, especially with regard to the Dutch women's group? Well, I understood your question, but the problem is that in Holland we have no information about the French rite there, nor with men or women there. Previously, and it has been evoked some years ago, there was a chapter in Den Haag that was the Rose in this case, and it has been discussed, and I think that there was not really a chapter working in Flemish in this case, because most of the chapter that will be constituted in Holland will work in French in this case generally. Well, nowadays, I think we can say that there is quite no chapter working with French rite really in this case. In Germany, I have no information about it. But perhaps Philip has some information. He will tell it after. Yes. Yeah. Well, there is we found in our jurisdiction, we found the rituals in Flemish recently, and we are studying them. Coming from Amsterdam. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Lorcaille. Oui. Ça marche? Oui. Oui, vous avez donc vous nous avez présenté l'architecture de votre grand chapitre qui est très original puisqu'il y a à la fois des chapitres masculins, si j'ai bien compris, des chapitres mixtes et un chapitre féminin. Donc, est-ce que ce chapitre a été formé d'abord en accord et puis même en coopération, pourquoi pas, avec le grand chapitre général féminin de Belgique? Et si oui ou même si non, qu'est-ce qui justifiait quelque part l'ouverture d'un chapitre féminin alors qu'il y a déjà une juridiction féminine en Belgique avec laquelle je crois d'ailleurs vous avez d'excellents rapports? Bien, alors on peut rentrer effectivement dans moult détails. Il existe bien sûr une juridiction féminine. La preuve, vous avez vu que je me suis fait le porteur de leur message. Leur TSPGV est d'ailleurs là sur les chantiers. Et pour tout vous dire, nous avons essayé, il y a quelques années, de tenter un rapprochement. Nous avions tellement bien réussi les journées Ramsay à Bruxelles, ensemble, que l'idée est venue d'essayer de constituer quelque chose de commun. Mais on s'est tout de suite heurté au problème des statuts qui sont foncièrement différents et auxquels, effectivement, le grand chapitre général féminin de Belgique ne souhaitait nullement se soustraire au profit de nos statuts. Donc, à partir de là, je vais dire, la discussion en est restée là. Nous avons gardé les contacts, mais nous n'avons pas été plus loin dans la démarche. Mais par contre, effectivement, dans le chapitre féminin que nous avons maintenant chez nous, on a retrouvé une majorité de sœurs, des missionnaires du grand chapitre général féminin et qui souhaitaient rejoindre, je vais dire, le nouveau grand chapitre de Belgique mixte,
en raison, vraisemblablement, de ces statuts qui semblaient beaucoup mieux leur convenir. Donc la grosse discussion a été d'avoir l'engagement d'une conformité totale à nos statuts, et à partir de là, il s'est reconstitué un chapitre, entre guillemets, sauvage et demandeur, et la démarche s'est faite exactement comme pour un autre chapitre. Merci mon frère. Peut-être la sœur du grand chapitre féminin de Belgique souhaite-t-elle prendre la parole? Je ne sais pas. En France, on est un peu habitué à cela quand même, quoi, maintenant, et on a du mal à s'en défaire. Ma sœur, si tu veux bien descendre, peut-être. Non, enfin, c'est pour gagner du temps. C'est un sujet très difficile, très délicat et très sensible. Nous avons donc été installés par nos sœurs françaises. Et donc, notre chapitre général féminin de Belgique a fêté ses 15 ans. La Belgique, c'est assez compliqué pour ouvrir des chapitres parce que nous avons 3 langues. Donc, nous avons le français, le néerlandais et l'allemand. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à ouvrir des chapitres en Flandre, bien que je sois néerlandophone, le français étant ma 2e langue, et ni en région germanique. Pourtant, l'esprit est là, mais il est vrai que les sœurs en Flandre, beaucoup de ces sœurs ont préféré même celles qui étaient au rite français, parce qu'en Loge Bleue, nous avons énormément de sœurs, c'est moitié-moitié, qui sont au rite français rétabli et au rite écossais. Elles ont préféré, pour des raisons que j'appellerais un peu obscures, préférer aller au rite écossais dans les hauts grades. Ce qui est très spécifique à notre maçonnerie belge féminine, je parle donc que pour moi, c'est notre laïcité belge, c'est-à-dire une laïcité athéiste que nous chérissons et qui s'explique dans notre... Nous avons, disons, une maçonnerie de combat pour sauvegarder cette laïcité que nous chérissons et que nous avons, au fait, reçue par nos études à l'Université libre de Bruxelles, vraie université de Bruxelles, et ce qui nous a menés à avoir ce combat que je crois qu'en France, il n'existe pas vraiment, ou peut-être dans certaines régions, mais pas de cette façon battante, combattante que nous avons encore toujours en Belgique, qui au fait, est la suite de notre histoire du fin du 19e siècle, où la maçonnerie belge est issue de politiciens du libéralisme politique, et qui a fait que nous avons été créés comme anticlérical. Nous ne le sommes plus, on évolue avec le temps, mais ce côté laïque fondamental est quand même primordial dans nos rituels et dans notre grand chapitre général féminin de Belgique. Ce qu'il y a eu par après, donc je dis, ça fait 15 ans que nous existons, on avait 2 souverains chapitres, et un de ces 2 souverains chapitres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas mon style, nous a quittés pour rejoindre, mais elles l'ont quitté en tant que sœurs et pas en tant que chapitre, parce que je leur ai refusé de reprendre le titre du chapitre, puisqu'il nous appartenait à la juridiction. Et donc, elles sont parties, elles étaient 24, et elles sont parties toutes au grand chapitre général belge de nos frères ici présents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi l'esprit du Grand Orient de Belgique par réaction à l'ITOS, qui est une obédience mixte, pour donc essayer de reprendre le même système. Le Grand Orient de Belgique a donc 3 structures. Il y a les loges masculines, les loges mixtes et les loges féminines. Et voilà, donc cette même structure a été reprise. Et pour nous, ça devient très difficile, mais on ne désespère pas. Nous sommes des battantes et on va bientôt, j'espère, avoir de nouveau un 2e chapitre. Voilà, j'étais longue, mais... Merci, ma sœur. Nous approchons là, et nous le voyons bien, le cœur même de la culture des Lumières.
Et le surréalisme belge, je crois que ça se définit bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'on passe à la phase conclusive? Je ne vois plus de mains qui se lèvent. Donc, si les organisateurs pensent que l'on peut en venir à la conclusion, je vais appeler le grand vénérable, je crois, Philippe Guglielmi, c'est bien cela, si je ne me trompe pas. Je voudrais, pour ma part, juste en 2 mots, remercier quand même, à titre personnel strictement, les 2 organisateurs de ces rencontres que sont la fondation de M. Rich et puis le musée du Grand Orient de France. Et je tiens à préciser que pour les membres du Rite français dont je suis moi-même grand secrétaire, c'est un apprentissage très instructif. Voilà, je voulais vous en remercier. Mesdames et messieurs, chers amis, chères sœurs, chers frères, ce colloque dont le thème est ou était, il n'est pas encore terminé, dans quelques minutes, rassurez-vous, le rite français, la culture des Lumières, se termine aujourd'hui en ce lieu prestigieux de la culture qu'est la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand. Alors, j'ai adressé depuis ce matin, je vais le refaire, mais c'est normal de remercier tous les participants, parce que c'est grâce à eux que nous avons vécu ces moments, et aussi grâce à vous qui vous nous avez apporté votre présence, avez pris sur votre temps pour venir à la rencontre des francs-maçons et des francs-maçonnes du grand chapitre général du Grand Orient de France et, je le précise, des 15 autres grands chapitres ici représentés, où il y a leurs très sages et parfaits grands vénérables, des sœurs, des frères, ou leurs représentants, et à travers ce que nous appelons donc le comité de liaison Ramsey, qui d'ailleurs est présidé, qui a comme secrétaire général notre très illustre frère Michel Paris, qui était un des 2 Belges. Alors, on n'a pas trouvé un Wallon et un Flamand, mais comme vous avez pu voir, même quand ils sont tous les 2 Wallons, il y a aussi du débat, et c'était très intéressant. Moi, j'ai découvert qu'il y avait eu toutes ces escarmouches, et que après, je l'ai vraiment découvert parce que, en fait, du temps des pyramides, j'ai procédé à la refondation du grand chapitre général Rite français en 1998, parce que j'avais, du moins certains avaient eu la faiblesse de m'élire grand maître du Grand Orient de France. Eh bien, c'est 10 ans après, donc, que le grand chapitre général de Belgique est né, quoi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on n'aurait jamais dû les ennuyer, parce que, très franchement, la liberté absolue de conscience faisait qu'ils avaient le droit de se référer à un grand architecte ou de ne pas s'y référer. La liberté de conscience, chez nous, c'est ça. Donc, voilà. Après, vous savez très bien que dans le concept de grand architecte de l'univers, on y met ce qu'on veut. Certains y mettent Dieu, et d'autres y mettent rien du tout. Donc, partant de là, c'est aussi... alors, j'entendais notre très chère sœur, qui est la grande vénérable donc, du grand chapitre féminin de Belgique. Je voudrais la rassurer. S'il y a un endroit où la laïcité de combat a toujours existé, c'est bien au Grand Orient de France. Je prends à témoin, et je ne donne pas de leçon, mais je veux dire rappeler un peu l'histoire, je prends à témoin ce qu'était la France il y a une vingtaine d'années, où on ne parlait jamais de laïcité en politique. Par contre, moi, je peux vous assurer, ça fait 41 ans que je suis franc-maçon, qu'à tous les convents, on attendait le moment où le frère Étienne Pion, en particulier, montait au lutrin et nous en mettait pendant 1 heure sur le fait qu'on n'avait pas assez fait pour la laïcité. Il avait bien raison. Et aujourd'hui, toute la classe politique française, comme vous pouvez le voir, eh bien, le thème de la laïcité est prépondérant. Et donc, ça montre bien que tout ça... Bon, il n'y a pas que le Grand Orient, puisqu'on avait bien sûr des obédiences amies, mais quand même, au Grand Orient, la laïcité de combat, c'est tous les jours, à toute heure et à toute seconde. Alors, ce colloque donc se termine. Alors, je veux d'abord remercier ceux qu'on ne remercie jamais, ceux que, on passe à côté d'eux, ce sont les frères qui étaient à l'accueil tout à l'heure, et ils s'appellent Alain Carrier, Éric Paul et Pascal Prévost. Eux, on peut les applaudir, parce que, voilà. Hein. Vous savez, ce sont les fourmis noires sur les pierres noires dans la nuit noire. Personne ne les voit, mais ils bossent. Hein, voilà. Alors, je veux renouveler mes remerciements tant aux organisateurs et bien sûr à Paul Rich. Hein, on n'a pas arrêté d'en parler, il le mérite bien, parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est extraordinaire depuis des années, qui nous ont permis de tenir ce colloque, en première partie en l'hôtel du Grand Orient de France, et puis en cette journée ici, à la Bibliothèque nationale de France.
Paul Rich, qui hier, dans son remarquable exposé introductif, nous a fait montre de belles figures rhétoriques, surtout par son allégorie entre le renard et le hérisson. Et là, franchement, si bien que je me pique de savoir si nous sommes des renards ou des hérissons. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à déterminer dans quelle classe animale je me situe. Ce qui n'a rien à voir, je salue, donc je l'ai déjà dit, les très sages représentants de leur grand chapitre. Je veux encore une fois citer les 35 intervenants, mais uniquement les noms, parce que ce n'est pas possible de laisser tant d'intelligence, de concepts qui ont été débattus, sans suite, qui d'ailleurs, les actes du colloque, parce qu'on nous a maintes fois posé la question, seront repris et diffusés directement par le Grand Orient de France. Et bien sûr, ceux qui les demanderont les obtiendront, mais il y aura une large diffusion de ces actes. C'est le grand maître Georges Sérignac qui l'a dit hier. Alors, ces 35 intervenants qui, venant en complément de la journée d'hier et qui ont fait de cette journée, encore celle-ci, une magnifique réussite grâce à leur expertise et à la qualité de leurs propos, d'une érudition, bien sûr, reconnue. Alors, bien sûr, Pierre-Yves Beaurepaire, Stéphanie Rosa, Cécile Révauger, qui a été une des organisatrices avec notre ami que vous voyez ici, Jean-Francis Doriac, Margaret Jacob, Pierre Mollier, Philippe Foussier, cette fois-ci je le cite qu'une fois, Jean-Christophe Garrigue, Louise Pla-Alos, Laure Caille, qui est intervenue il y a quelques minutes, Rui Lopez, Joaquim Grave dos Santos, Joe Vegis, Christophe De Villers, Paul Leblanc, Didier Moline, Gérard Contremoulin, Charles Coutel, Jean Mondeau, Éric Saunier, Felipe Corté-Real de Camargo, Roger Dachez, Colette Léger, Elena Troncard, Michel Paris et Marcel Rose. Ce sont les deux Belges qui sont intervenus en dernier. Alors, ce colloque sur les communications inhérentes au rite français, la culture des Lumières, s'inscrit dans le cadre du 4e colloque international d'histoire de la franc-maçonnerie. Il a constitué un événement important, je l'ai déjà souligné, pour le rite français en son grand chapitre général, lequel est au service du Grand Orient de France, sur lequel rejaillit, et je l'espère en tous les cas et je le souhaite, le côté brillant de ces deux journées. Il s'agit, mes chers amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs, dans un monde où les révisionnismes empiètent sur les légitimités, de nous réapproprier notre patrimoine historique, philosophique et initiatique. Ce qui m'amène à conclure sur le thème de l'esprit des Lumières, les enjeux du rite français aujourd'hui. Cette démonstration n'est pas faite par moi-même, mais grâce au travail de nos conférenciers de ces 2 jours. Ils ont développé leurs arguments et leurs idées, tant lors des ateliers que lors des séances plénières, dont celle-ci fut une des plus éminentes. Ce colloque constitue une initiative qui tente à démontrer que le travail maçonnique ne doit pas déboucher sur l'entre-soi et une forme de corporatisme qui voudrait élaborer un monde nouveau pensé par les francs-maçons pour les seuls francs-maçons. Les concepts qui sont élaborés dans nos temples ne sont pas faits pour un petit groupe, mais pour l'ensemble de l'humanité. Vous savez, on dit toujours dans nos temples, il y a la porte basse, on peut dire des choses entre nous ici. Eh bien, ce qui se fait dans le temple, c'est non pas, encore une fois, pour alimenter ce petit corporatisme, c'est pour franchir la porte basse et aller vers le profanum. Le profanum, fanum c'est le mot temple en latin, et profanum ce sont les profanes. Mais les profanes, bien c'est pas quelque chose de négatif de dire profane. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas initiés sont tout près du temple. Ils sont juste derrière, sur les parvis, derrière la porte basse. Et le travail que nous faisons, c'est pour elles et eux, c'est pour la société des hommes et des femmes qui nous entourent. Et si nous suivons une méthode initiatique, elle n'est pas pour s'extasier devant leur nombril, ce qui est d'autant plus facile pour moi qui suis méditerranéen, c'est pour aller, encore une fois, vers ces hommes et ces femmes. C'est pour être droit sur une abscisse qui va dans un sens positif. Et ça, c'est vraiment le travail des francs-maçons. Alors, le monde maçonnique est complexe. Vous avez pu vous en apercevoir, surtout sur les dernières interventions. Il peut connaître lui aussi le phénomène de sissiparité. Vous savez, ces paramécies qui vont se divisant. Il peut connaître ces citadelles, soi-disant imprenables, ces citadelles de la pensée unique qui excluraient
la pensée libre. Mais surtout, la franc-maçonnerie du rite français sait transmuter les différences en complémentarité. Aujourd'hui, l'exemple nous est donné vient de nous être donné par les États-Unis, derrière notre ami Paul Rich. Alors on aurait pu penser, les anglo-saxons, ils sont conservateurs, ils ne veulent pas entendre parler de nous, etc. Vous avez vu la démonstration? C'est Paul Rich qui nous réunit aujourd'hui. Et merci à lui. Voilà, ça montre bien qu'il y a un esprit maçonnique qui franchit finalement bien des barrières, même si certains les renforcent en permanence. Alors, il a su montrer que dans un monde où on pourrait croire que jamais la franc-maçonnerie anglo-saxonne et la franc-maçonnerie adogmatique pourraient se rencontrer, il a rendu cela possible. Lorsque j'ai eu à créer le concept d'adogmatisme en 1997, je venais d'être élu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on parlait que de franc-maçonnerie libérale. Et les gens qui entendaient ça pensaient que le Grand Orient de France adhérait aux idées économiques d'Alain Madelin. À l'époque, on n'entendait parler que de ça. Et donc, il s'agissait de trouver un mot, en composer un nouveau, un néologisme, qui exprimât la teneur philosophique de la démarche des francs-maçons du Grand Orient de France. Alors, j'ai mis le A privatif devant le mot dogme, et ça a donné adogmatique, refus des dogmes. Voilà, pour notre sœur, vous voyez combien on est engagé, jusque dans le vocabulaire, dans la défense, bien sûr, de la laïcité. Mais moi, j'ai toujours cité, effectivement, les Belges comme étant des modèles en la matière. Donc, notre sœur a bien fait de nous le rappeler. Alors, finalement, nous pratiquons, et j'en termine, la franc-maçonnerie des modernes, celle de la Constitution d'Anderson de 1723, ça a été dit, qui est celle d'une spéculation intellectuelle et philosophique libre qui refuse les dogmes et les affirmations péremptoires. Ce qu'ont démontré aujourd'hui les chercheurs, les philosophes, les universitaires, nos amis, qui ont développé ici leur pensée, en somme, l'ensemble des intervenants de ces 2 jours, c'est que l'unité peut jaillir de pensées diverses et complexes. C'est là aussi une spécificité du rite français, c'est d'être un apport à la franc-maçonnerie, comme le disait Jean-Francis Doriac, c'est notre ambition. Ce n'est pas de créer un pouvoir pour dominer le monde, c'est d'être un apport, un complément, et particulièrement de servir nos obédiences. Cela pouvait apparaître comme impossible, ce qu'a fait aujourd'hui Paul Rich, que nous avons fait ensemble. Cela voudrait dire alors que nous n'aurions pas lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry, dont l'œuvre exprime cette idée de la jeunesse, c'est-à-dire qu'à l'instar du Petit Prince, la jeunesse, elle sait placer le possible à l'intérieur même et au cœur même de ce qui est impossible. Chers amis, conférenciers, chers frères et sœurs, chers amis qui êtes venus à notre rencontre aujourd'hui, ce possible, c'est vous qui l'avez fait aujourd'hui, vous en avez fait la démonstration, et de cela, je vous remercie. Et il paraît qu'un pot nous attend quand même, parce que la franc-maçonnerie, c'est la convivialité aussi.